2, 1... Salut l'équipe, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude sur ma chaîne YouTube, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui, après vous avoir parlé des joueurs les plus sous-cotés, la semaine dernière, ce qui a fait largement débat, on va prendre la tangente et parler des plus surcotés. Le concept, je vous l'explique juste après, mais dites-vous que je vais vous en présenter 6 et que la commu décidera parmi ces 6 qui est le joueur le plus overrated de la ligue à l'heure actuelle. Que vous dire de plus? Pas grand chose, le concept, vous le maîtrisez, il est simple, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Qui est le joueur le plus surcoté en ce moment en NBA? Aujourd'hui, on va faire un live pour parler des joueurs qui selon moi sont les plus surcotés en NBA et pour élire tous ensemble en fin de live qui est le joueur le plus surcoté de toute la NBA. Bon, on le sait, ce débat surcoté, sous-coté, c'est un débat qui est subjectif, avec une limite qui est fine, qui peut vite évoluer. C'est ce que j'expliquais la semaine dernière quand je parlais des joueurs les plus sous-cotés. Il arrive que des joueurs soient sous-cotés et à force qu'on dise qu'ils soient sous-cotés, à force qu'on parle d'eux en bien, ils deviennent surcotés. Mais l'inverse est vrai aussi, des joueurs, à force qu'on les considère comme surcotés, on les critique, on les critique, on les critique, on oublie tout ce qu'ils peuvent faire de positif et ils deviennent sous-cotés. Et c'est là que je dis la limite est fine. Des joueurs qui vont être surcotés pour moi vont être sous-cotés pour vous et vice-versa. Et des joueurs qui étaient sous-cotés avant, il y a pas longtemps, peuvent devenir complètement surcotés maintenant et vice-versa. Donc tout ça, c'est assez fou et c'est pour ça que c'est un débat sans fin, mais que je trouve quand même complètement intéressant de discuter avec vous. Maintenant, faut savoir, il y a des joueurs aujourd'hui, j'en ai pas parlé volontairement. Je sais qu'on dit que des joueurs comme DeAndre Ayton, Jordan Poole ou Julius Randle sont régulièrement surcotés. Sauf que eux, j'ai l'impression que peu à peu, le public s'aperçoit vraiment de leurs faiblesses. Et est-ce qu'ils sont vraiment encore surcotés aujourd'hui? Bah je suis pas sûr, j'ai l'impression que ces joueurs sont beaucoup critiqués. Je pourrais rajouter un Zach LaVine aussi par exemple, là j'essaie de réfléchir à certains joueurs, ou même un Joel Embiid. Je sais que pas mal disent qu'il est surcoté parce qu'en playoff il n'est que rarement à la hauteur, sauf que tout ça on le sait, on l'a dit maintes et maintes fois, et je me dis que ça sert pas à grand chose de revenir sur ces joueurs-là. Je ne suis même pas sûr que ces joueurs soient encore surcotés, peut-être que maintenant ils sont considérés à leur juste valeur, parce que le public s'est aperçu de leurs failles, de leurs faiblesses, et on en a déjà parlé, et des joueurs comme ça j'en ai cité quelques-uns, mais je crois qu'il y en a plein d'autres encore. Par contre, je me disais que c'était plus intéressant pour ce live si j'essayais de faire des choix au moins un peu moins obvious, au moins un petit peu moins prévisibles. Je dis pas que je vais faire que des choix complètement imprévisibles et qui vont créer le débat, ce serait un petit peu abusé, j'ai pas fait exprès de prendre des joueurs qui vont vous faire râler, non, j'ai essayé justement de vous parler des joueurs qui en toute honnêteté pour moi sont surcotés. En fait, c'est pas mal des joueurs qui globalement j'ai l'impression gardent encore une bonne image aux yeux du public, mais vous allez voir il y a quelques gros noms controverses parce que justement ces joueurs gardent une bonne image auprès du public et pour moi cette image est trop importante. Donc voilà, certains vont peut-être mal le prendre, vous allez peut-être me jeter des tomates, c'est le jeu aujourd'hui, j'ai préparé mon gilet pare-balles, il y a sûrement des fans de ces joueurs qui seront vraiment pas d'accord et je l'entends, je vais me faire tirer dessus par eux, mais je vous demande, attendez un petit peu avant de vous désabonner, voilà, on n'aura pas le même avis là-dessus, je vous expliquerai pourquoi je pense ça, j'essaierai de remettre les choses dans leur contexte, je vous expliquerai ma vision, pourquoi ces joueurs sont surcotés selon moi, ma vision qui n'est pas forcément la bonne, mais que j'essaierai d'argumenter, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est le jeu, comme je disais, entre sous-coté et surcoté, la limite est souvent super fine, et si on n'est pas d'accord, il n'y a pas mort d'homme, moi j'assume, et je me trompe peut-être sur toute la ligne, et j'espère d'ailleurs que je me trompe sur toute la ligne, parce que tous ces joueurs, même si aujourd'hui je vais dire que selon moi ils sont surcotés, mais je leur souhaite de briller, et je leur souhaite le meilleur, donc voilà, retenez que l'objectif aujourd'hui ça va être de vous donner ma vision concernant les joueurs que j'ai choisis, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient faussées, d'expliquer pourquoi je pense qu'ils soient surcotés. Vous, ça va être de voir si vous êtes d'accord ou pas avec mes choix, afin que tous ensemble on puisse élire le joueur le plus surcoté de la NBA, et je pense que ça va être vraiment intéressant. Le premier joueur dont je vais vous parler aujourd'hui, et qui pour moi, actuellement, et j'insiste bien sur le actuellement et surcoté, c'est DeMar DeRozan. C'est vrai, j'ai pas parlé aussi en introduction de joueurs que j'aurais pu mettre et que j'ai volontairement écarté de ma sélection, parce que pour moi ils ont eu trop de blessures et c'était sévère de les évaluer comme surcotés tant qu'on les voyait pas en bonne santé, et là je pense notamment à LaMelo Ball et à Zion Williamson. Mais pour revenir à DeMar DeRozan, lui il a pas de souci de blessure, j'imagine que c'était pas le joueur que vous attendiez le plus dans un live comme ça, mais j'ai envie d'en parler, parce que DeMar DeRozan, c'est clair qu'il a une super réputation. C'est un gros scoreur, c'est un mec qui est capable d'être super clutch, hein, on le sait, dans les matchs serrés, tu lui donnes la balle, il est capable de défier son défenseur en 1 contre 1, et de s'en sortir comme il faut, il a une grosse panoplie offensive, il a de super appuis, il peut marquer de
de tout plein de façons, hein, quand il s'approche de la peinture, parce qu'avec son footwork, il a pas trop de mal, justement, à s'approcher du cercle, il peut s'ouvrir un tir à mi-distance, il peut même provoquer la faute, et dans son bag, c'est vrai que pour jouer le 1 contre 1, DeMar DeRozan, c'est un petit peu un attaquant né, quoi, c'est inné chez lui, justement, de jouer en ISO comme ça. On se rappelle, il y a 2 ans de ça, c'était sa première saison à Chicago, c'était le meilleur scoreur de toute la NBA dans les derniers quarts-temps, il s'est montré super clutch, et avec ça, je trouve qu'il s'est construit une super réputation, et d'ailleurs une réputation qui était méritée à l'époque. C'est quand même un mec qui a été 6 fois All-Star. Il fait partie des meilleurs scoreurs en ISO de la ligue depuis plusieurs années. Tout ça, ça lui permet de tourner à 22 points par match cette saison. C'est un petit peu faible par rapport à ce qu'il a fait dernièrement, mais bon, globalement, c'est un mec qui a 21 points de moyenne en carrière, et on s'en rappelle, il y a 2 ans, justement, quand il était pas loin d'être dans le débat pour le MVP, il tournait à 28 points par rencontre. Donc clairement, habituellement, en tout cas, c'est un scoreur sur lequel on peut compter, surtout que de manière générale, c'est un scoreur aussi qui a des pourcentages propres. Il a réussi à se construire une très bonne image grâce à ça, parce que dans sa première saison à Chicago, il a été énorme, je pense que ça a beaucoup joué pour la construction de sa bonne image, et on oublie que entre Toronto et Chicago, DeRozan, il s'est formé à l'école Popovich, à San Antonio, et là-bas, je trouve qu'il a bien fait évoluer son jeu, ça s'est pas assez vu, ça a pas été assez remarqué, je trouve qu'il a appris à être plus playmaker, plus collectif, mais aussi à se faire plus confiance en lui-même pour peser dans d'autres secteurs offensifs que juste le scoring. Et à cette époque, l'époque de San Antonio, DeMar DeRozan, je le trouvais sous-coté. Chez les Spurs, je trouve qu'il tombait un petit peu dans l'oubli, et pourtant, il était en train d'atteindre le meilleur niveau individuel de sa vie, et ça, il l'a confirmé dès qu'il est arrivé à Chicago. Et puis voilà, et ensuite il est arrivé aux Bulls, à une époque où plus grand monde attendait grand-chose de sa part. On se rappelle, ça parlait de contrat minimum chez les Lakers à l'époque, finalement il a accepté un contrat supérieur à Chicago, et qui méritait encore, et ça montrait qu'il était sous-coté, parce que pas mal d'équipes pensaient vraiment pouvoir l'avoir pour quelques cacahuètes, et finalement non, DeMar DeRozan il a signé pour plus cher, et au moins sur sa première année chez les Bulls, il a montré qu'il méritait son contrat, parce que cette année à Chicago, il a été énorme, et il a explosé, vraiment, il a fait sa meilleure saison en carrière. Comme je disais, il était dans la course pour le MVP, on avait une équipe de Chicago qui gagnait, et lui, après être un petit peu tombé dans l'oubli suite à son passage à Toronto, il s'est refait une image qui était assez excellente au niveau des fans. Et maintenant, le souci, c'est que j'ai l'impression que beaucoup restent là-dessus quand on juge le niveau de DeRozan et se rappellent du joueur clutch qu'il pouvait être et du scoreur énorme qu'il pouvait être. Pourtant, aujourd'hui, j'ai de vrais doutes sur le fait qu'il a encore le même niveau. Là, il est placé dans un rôle de franchise player à Chicago, un rôle qu'il partage avec Zach LaVine, et je trouve qu'on reste encore trop sur cette image 2 ans plus tard d'un mec qui justement assumait ce rôle de franchise player et pouvait peser dans les résultats de son équipe. Et quand je me demande si le jeu de DeMar DeRozan aujourd'hui en 2023, bientôt en 2024, peut vraiment permettre de faire gagner son équipe encore, là je me pose de vraies questions. Parce que oui, mettre des points, forcément ça aide ta team, mais la façon de jouer de DeMar DeRozan, elle est de plus en plus connue. C'est un jeu qui se base sur le mid-range, sur la création au poste, et maintenant quand elles affrontent les Bulls, les défenses elles s'adaptent. Et DeRozan, c'est un joueur qui finalement joue très peu off-ball, parce qu'il a pas de shoot extérieur. Très souvent, on le voit aussi, ses stats dégringolent en playoff quand l'intensité augmente, parce que justement, les défenses arrivent à trouver des solutions pour le limiter. Et puis DeMar DeRozan lui-même ne défend que très peu, et résultat, depuis qu'il est parti des Raptors, il n'a disputé les playoffs que 2 fois, et surtout il a plus jamais passé un tour. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas à son âge maintenant, il est limité pour être un franchise player. Mais à côté de ça, du coup, il pourrait être utilisé en option 2, mais je trouve pas non plus assez complet pour être une option 2. Il a pas un jeu qui est assez varié, et c'est un joueur qui a trop besoin du ballon pour briller pour être vraiment une option 2, ou un joueur qu'on met un petit peu en retrait. En tout cas aujourd'hui. Et c'est surtout aussi un joueur qui impose ses coéquipiers à s'adapter à son jeu. Parce que on le voyait, pendant la majeure partie de sa carrière, DeMar DeRozan, et pendant longtemps, je le répète, je pense qu'il a été sous-coté, on voyait que ses équipes étaient quand même bien plus efficaces quand il était sur le terrain que quand il était sur le banc. Mais aujourd'hui, il suffit de regarder les analytics pour se rendre compte que c'est plus vrai, et actuellement les Bulls perdent en efficacité quand il est sur le parquet. Maintenant il a 34 ans, et je trouve que son niveau offensif ne compense pas assez son absence de défense, vu qu'il n'a plus vraiment le niveau pour être un franchise player, mais qu'il a trop besoin de la balle pour être un joueur qui s'efface un peu plus. Et puis en plus de ça, dans son attitude, j'ai quelques difficultés cette saison. Je trouve de plus en plus désinvesti, un petit peu perdu dans ce contexte compliqué qu'on connaît à Chicago. L'entente sur le terrain avec Zach LaVine ne semble pas au top, en dehors du terrain non plus d'ailleurs. On a vu quelques déclats qui pouvaient laisser penser qu'il y avait peut-être des tensions entre les deux joueurs. Et aujourd'hui, on voit que DeRozan, il est plus capable de porter son équipe. Et je doute en plus de ça que ça vienne seulement du contexte de Chicago, parce que je me demande si c'est un joueur qui peut s'adapter n'importe où. Et je suis pas sûr
sûr. Quand t'as un joueur qui se base autant sur le shoot à mi-distance que lui, bah, ce que je disais, il oblige ses coéquipiers à s'adapter autour de lui, et il est obligé d'avoir des shooters aussi autour de lui, et pas que des joueurs qui se lâchent, ça peut créer des difficultés. Bien sûr, c'est un scoreur élite dans son domaine, qui est létal à mi-distance en ISO, qui est capable quasiment de mettre autant de paniers qu'il veut dans le périmètre, mais il n'arrive pas assez à varier son jeu, il défend pas assez, et finalement, il a que peu d'impact dans le succès collectif, et on le sait, le succès collectif, c'est le but dans le basket. C'est un mec qui a le jeu d'une option 1, clairement, mais qui n'a peut-être plus les qualités pour être une option 1, en tout cas dans une équipe compétitive, et ça j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne le remarquent pas assez, ils gardent encore ce souvenir d'il y a 2 ans, ils accusent beaucoup Zach LaVine, et pourtant j'ai l'impression que DeMar DeRozan a aussi sa part de responsabilité. Malgré ça, par contre, il garde une bonne valeur, on le voit, il y a pas mal de rumeurs de trade à son sujet, il y a pas mal de fanbase qui aimeraient bien que ces équipes le fassent venir, il y a pas mal de dirigeants qui seraient intéressés aussi par la venue de DeRozan, donc pourquoi pas, finalement c'est peut-être moi qui me trompe, et sa valeur est peut-être bien plus haute, c'est peut-être juste la situation de Chicago qui fait que sa valeur est en berne, mais personnellement, je ne suis pas sûr qu'à son âge et avec son jeu, il puisse vraiment encore apporter beaucoup à une équipe contender qui sera obligée de s'adapter à son jeu offensif tout en trouvant des moyens de le cacher en défense. C'est pas forcément un gage de réussite. Donc ok, c'est un joueur qui est clutch, qui est spécialiste dans son profil et dans le mid-range, c'est certain, mais ça fait pas tout. J'ai l'impression que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, et quand on regarde la forêt qui est derrière lui, je me dis que non, DeRozan, c'est plus le joueur élite qu'il était, c'est pas le joueur non plus aussi élite dans le jeu que les gens pensent et comme les gens le considèrent. Et ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas maintenant, ça n'amène pas au succès collectif. Depuis 2 ans, on le voit, et voilà pourquoi je pense que DeMar DeRozan, aujourd'hui, est surcoté. C'est ma première décision, je sais que ça va déplaire à certains, mais vous allez voir, il y en a qui vont encore plus vous déplaire derrière. Deuxième joueur dont je vais parler aujourd'hui, Tyler Herro. Et c'est peut-être là que je vais commencer à me faire insulter parce que je sais que Herro, c'est le joueur préféré, le chouchou de beaucoup de fans de NBA, et notamment de beaucoup de fans de Miami. De plus, il faut se rendre compte, avant de se blesser en début de saison, Tyler Herro, sur les 8 petits matchs qu'il a joués, c'était le meilleur scoreur de ce Miami Heat, devant Jimmy Butler et Bam Adebayo. Il y a de quoi se hyper, donc, en tout cas au niveau de ses stats. Il faisait le meilleur début saison de sa carrière, et beaucoup comptaient sur lui, ou comptent même encore sur lui, pour prendre la relève à seulement de 24 ans et devenir peu à peu, alors peut-être pas un go-to guy en puissance, mais au moins un joueur dans les options 1 ou options 2, dans les joueurs en tout cas principaux d'une équipe qui peut aller au titre et d'une équipe qui peut être ambitieuse. Tout ça je l'ai entendu, en tout cas pour beaucoup, Tyler Herro est considéré comme un futur All-Star en puissance. Et je comprends tout ça parce que ça fait 2-3 ans que Tyler Herro il montre qu'il est un super scoreur. C'est un joueur qui a peur de rien, qui a peur de personne, qui est vraiment capable de prendre de gros shoots, qui peut aussi porter l'équipe dans certains temps faibles, il peut être clutch aussi, franchement il est capable de porter ses coronets dans le money time, et tout ça c'est appréciable. Il a un caractère super attachant, Tyler Herro, et il a un caractère qui fait qu'on a envie de louer ses qualités et de le mettre en avant. De toute façon on s'en rappelle, depuis sa finale 2020 dans la bulle face aux Lakers, où en tant que rookie il avait été très bon, très surprenant, alors qu'il était pas forcément attendu, il s'est fait beaucoup de fans grâce à son culot, grâce à sa faculté à aimer les grands moments, et ça fait que Tyler Herro depuis ce jour-là c'est un joueur qui je trouve a une très bonne image. C'était un petit peu le petit jeune qui débarquait alors qu'il était peu attendu, et qui faisait de belles choses, même en play-off et même en finale. Tout ça, c'était vrai, tout ça, c'était réel et c'était mérité. Cependant, quand même, depuis, j'ai quelques questions à me poser, et ces questions, elles sont assez récentes. Cet été, on s'en rappelle, déjà, il y avait des discussions du côté de Miami pour faire venir Damian Lillard, et la pièce majeure qui proposait d'envoyer à Portland, selon les rumeurs, le Heat, c'était Tyler Herro. Sauf que, alors que beaucoup n'ont pas compris, les Blazers n'ont pas voulu de Tyler Herro, ils devaient avoir des raisons, et c'est aussi pour ça que ça a bloqué avec Miami, et c'est pour ça que Portland a fait affaire finalement avec Milwaukee. Donc, pourquoi est-ce que les Blazers sont refusés, et pourquoi peut-être que Tyler Herro n'est pas aussi bon que ce qu'on pense? Parce que je me dis, ok, déjà, marquer 20, voire plus de 20 points par match chaque saison en moyenne, c'est bien, c'est qualitatif et ça mérite d'être applaudi. Sauf que je me dis qu'en NBA, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont capables de mettre 20, 22 points en prenant 17, 18, 19 shoots par match comme le fait Tyler Herro cette saison, et encore plus quand ils sont dans un dispositif parfait comme celui de Miami qui a été créé par Erik Spoelstra, ce coach qui, on le sait, sait parfaitement mettre en valeur toutes ses pièces en fonction de leur qualité principale, et on le sait, il y a énormément de joueurs qui en ont profité. Et en plus de ça, quand des joueurs comme Tyler Herro, là justement, et ces joueurs de Spoelstra sont entourés de All-Stars intelligents, qui savent jouer au basket, comme Butler et Adebayo, qui non seulement lui ouvrent des tirs ouverts, grâce à leur gravité, et surtout n'hésitent pas à lui lâcher la balle pour qu'il sanctionne, mais je me dis que oui, tout ça, ça aide Tyler Herro vraiment à être mis en valeur. Maintenant, je me dis que
bah j'ai pas trop de doutes, c'est certain que c'est un bon scoreur, mais est-ce qu'il est vraiment meilleur que la plupart des scoreurs NBA, comme on a l'impression qu'il l'est, ou en tout cas comme il est considéré, de ce que je lis, notamment sur Twitter ou un peu partout, je sais pas. Bien sûr qu'il a ce petit truc en plus, il a cette espèce de flamme, c'est une espèce de chien Tyler Herro, c'est un joueur qui lâchera jamais rien, qui va seul et qui va mettre des gros tirs, qui aura peur de rien, on l'a dit, et ça plaît aux fans, c'est sûr, mais est-ce que ça suffit ce caractère pour mener au succès? Ça peut jouer, c'est certain, mais je sais pas si ça suffit. J'apprécie pourtant que ces dernières saison, il est réussi à montrer qu'il pouvait développer son jeu, à montrer qu'il pouvait provoquer dans le playmaking, notamment pour vraiment devenir une pièce super importante à Miami, et même assurer une place de titulaire, après on s'en rappelle avoir glané le trophée de meilleur 6ème homme en 2022. Mais à côté de ça, bah, comme je disais, c'est quand même un joueur qui a besoin d'un gros volume de shoot pour scorer, qui a des pourcentages corrects, mais qui sont loin d'être excellents, et qui de l'autre côté du terrain ne défend que peu, malgré son envie. L'envie c'est bien, mais comme je disais, des deux côtés du terrain, ça fait pas tout. Et surtout, ce qui me fait susciter le plus de doutes concernant Tyler Herro, c'est vraiment son impact dans le succès collectif de Miami. L'an dernier, on s'en rappelle, il s'est blessé au premier tour, donc il a manqué quasiment tous les playoffs, et finalement, mais est-ce qu'il a vraiment manqué au hit ? C'est difficile à dire, vu qu'ils sont allés en finale NBA sans lui. Cette saison, avant qu'il se blesse, alors que c'est quand même censé être une pièce importante, hein, généralement quand tu perds une pièce de cette importance, c'est difficile de faire des grands parcours en playoff et de continuer à être victorieux. Et cette saison, comme je le disais, là il a fait 8 matchs, et avant qu'il se blesse, on se rappelle, Miami était en grosse difficulté, alors que c'était lui le joueur principal mis en valeur au scoring. C'était lui le scoreur numéro 1 de Miami. Et sauf que, depuis sa blessure, on voit une équipe du Heat qui connaît plus de victoires, qui connaît plus la win, qui pratique même un jeu plus efficace et qui me semble plus collectif quand Tyler Herro n'est pas là, et quand Tyler Herro n'est pas le scoreur principal, et quand le dispositif de Spoelstra tourne autour d'autres joueurs, notamment un Bam Adebayo que je trouve excellent depuis le début de saison. Comme quoi, faire des stats au scoring c'est bien, mais quand on prend en compte le contexte dans lequel il est parfaitement mis en valeur, mais aussi l'espèce d'impact faible que ça semble avoir sur le collectif, je trouve que son talent au scoring, même s'il est réel, il mérite d'être relativisé. Je vois qu'il y a une vraie fascination des fans pour Tyler Herro, parce que oui, c'est comme je disais, il a une très bonne image, c'est un joueur attachant, son culot on l'adore, mais est-ce que pour moi ça suffit pour être considéré si bien et si haut? Je suis pas sûr. C'est quand même un joueur qui mérite encore de mûrir, qui mérite encore de jouer plus propre, et qui mérite encore de montrer qu'il peut avoir un impact collectif supérieur, pour que je m'enflamme sur lui réellement comme le font certains, et que je considère potentiellement comme un futur All-Star. Maintenant attention, parce que je le répète, ça reste un joueur très bon, mais pour moi, ça reste plutôt une espèce de role-player, super scoreur, pourquoi pas un 6ème homme de super luxe, plus qu'un pilier essentiel ou une option 1 ou 2 d'une team compétitive, et même à terme je ne le vois jamais atteindre ce niveau-là, alors que beaucoup semblent encore y penser et beaucoup semblent encore l'imaginer. Pour moi, ce contexte gonfle ses stats au scoring, sa mentalité de chien de la casse plaît aux fans, et pour moi ça fait partie des raisons pour lesquelles il est surcoté, parce que je ne pense pas qu'un jour ce soit vraiment un joueur autour duquel il serait possible de construire, et à Portland, on l'a bien compris, et je me dis que finalement, un scoreur comme ça, même si ce sera difficile de trouver un autre scoreur qui a une telle mentalité, dans le dispositif de Spoelstra, c'est peut-être pas si difficilement remplaçable que ça, parce que beaucoup de joueurs NBA pourraient peut-être faire pareil dans un contexte similaire à Miami, avec autant de tickets shoot, et pourtant, on parle pas d'eux comme on parle de Tyler Herro. Maintenant, voilà, c'est quand même un très bon arrière. C'est peut-être que un role-player, mais si c'est un role-player, c'est quand même un role-player plus, hein. Vraiment, je ne veux pas non plus réduire ça. Il a de vraies qualités, mais pour moi, il ne mérite pas d'être dans la conversation All-Star. Il le sera peut-être un jour, mais ce sera pas non plus un All-Star régulier. Peut-être qu'il fera une grosse saison, une année qui lui permettra d'être à ce niveau-là, mais est-ce que le but en NBA c'est d'être All-Star? Non, le but c'est vraiment d'être une option primordiale d'une équipe compétitive, et je ne suis pas sûr qu'il ait le niveau pour ça. J'aime pas trop parler du salaire dans ce débat, hein, je vous le disais déjà la semaine dernière dans le live des sous-cotés, mais pour moi, à 30 millions la saison, Tyler Herro, il peut faire partie des joueurs qui sont surpayés par rapport à ses qualités, et qui pour moi, on voit justement pas mal de poudre aux yeux grâce à leur énergie et leur culot, mais qui finalement ont pas mal de failles qui, à mon sens, ne sont pas assez mises en valeur. C'est trop ce prix et ce salaire par rapport à ce qu'il apporte, je trouve. Ce qu'il apporte, c'est une très bonne énergie, du scoring, mais peut-être pas assez d'impact sur l'équipe et de défense. Il a une énorme popularité depuis les finales NBA de 2020, c'est sûr et certain, mais pour moi, depuis, ça a fait qu'il y a quand même trop de hype autour de lui. C'est vrai que son équipe a fait de longs parcours de playoff et que ça lui a donné l'occasion d'avoir les projecteurs sur lui, mais pour moi, on en fait trop, selon Tyler Herro, qui pour moi sera bien sûr un joueur important potentiellement d'une équipe ambitieuse, mais jamais un franchise player, jamais un go-to guy, ou jamais un All-Star régulier. Je ne pense pas qu'un jour ça devienne un franchise player, ni même un All-Star de qualité.
J'ai l'impression que pas mal de gens pensent ça, et voilà pourquoi, pour moi, il est sous-coté, s'il est surcoté, pardon, même si ça reste un très bon joueur de basket. Le troisième joueur que je mets dans ma liste des joueurs surcotés, parmi les overrated players aujourd'hui, c'est DeAndre Hunter. Lui, c'est le 4e choix de la draft en 2019, on s'en rappelle, il a eu besoin d'un petit peu de temps pour se faire sa place du côté des Hawks, mais très vite, je trouve qu'il a montré un potentiel intéressant, qui a fait que autour de lui, les gens se hypaient, au point où cet été, selon Adrian Wojnarowski, il était le seul joueur intouchable des Hawks avec Trae Young, et devant DeJounte Murray. Pourquoi pas, hein, mais sauf que, à côté de ça, je me rends compte que DeAndre Hunter, en ce moment, il dispute sa 5e saison en NBA, et je me demande s'il mérite autant d'être protégé et autant d'être mis en avant, parce que selon moi, sa valeur est bien trop haute quand j'entends ça pour le joueur qu'il est, malgré son potentiel, je le cache pas, qui est réel, ou qui était réel en tout cas au moment de sa draft, mais qui, je trouve, qui peine à atteindre son potentiel, il a du mal à aller jusqu'au bout et d'arriver à son full potentiel. Parce que pour moi, avec Hunter, on parle quand même d'un joueur qui stagne beaucoup depuis sa saison sophomore. Pourtant, il a un impact défensif réel, et même il a fait des progrès dans la création, j'ai trouvé, pour sa saison 2, c'est pour ça que quand il était sophomore, je me hypais quant à son futur, sauf que depuis, il a pas montré grand chose de plus. Aujourd'hui, on parle quand même d'un joueur qui a 26 ans, qui peu à peu entre dans son prime, et je trouve que ça y est, il est temps de l'atteindre son potentiel, et ça vient pas. Pourtant, j'ai l'impression que beaucoup y croient encore, mais j'ai bien plus de doutes maintenant sur le fait qu'il l'atteindra un jour. Peut-être qu'il a pas le mental de tueur nécessaire, peut-être qu'il a pas l'esprit assez compétiteur. Et quand je vois sa valeur, ou quand je vois comment il est considéré, j'ai encore lu il y a pas longtemps qu'on pouvait le comparer à Kawhi Leonard et que dans le futur il pourrait devenir un joueur avec autant d'impact, je trouve qu'on s'enflamme énormément avec un joueur qui sur le terrain reste quand même toujours assez brut et qui finalement jusque-là n'a pas prouvé grand-chose. Depuis le début de sa carrière, il peine à tourner à plus de 15 points par match, son adresse n'est pas ouf, même si elle est pas catastrophique et qu'il a montré des progrès quand même, c'est pas assez une valeur sûre de loin pour assurer en catch and shoot et jouer vraiment off-ball, même s'il est bon sur ses cuts, et sa sélection de tir, notamment quand il essaye de créer pour lui-même, questionne beaucoup. J'ai l'impression qu'il manque de maturité encore, ou qu'il manque encore de QI basket, et qu'il peine vraiment à s'inscrire régulièrement dans le flow du jeu, surtout que, à ses côtés, il a un playmaker comme Trae Young, et pourtant il a la chance de bénéficier de pas mal de bonnes passes, de pas mal d'occasions pour briller, quand il est trouvé sur ses cuts, mais ces occasions, je trouve qu'il les saisit pas assez, il les exploite pas assez. Alors ok, 26 ans, c'est pas la mort, ça peut venir encore, je suis pas non plus complètement fermé sur le fait qu'il atteindra au moins une partie de son potentiel un jour, mais là vraiment ça met du temps, et je trouve qu'on s'en rend pas assez compte et on n'en parle pas assez, c'est peut-être trop tard pour lui, même si beaucoup croient encore en lui, j'ai l'impression, les Hawks font partie de ces gens d'ailleurs qui croient en lui, mais plus ça va, et moins je comprends pourquoi. Cette année, et même depuis plusieurs années, j'ai l'impression qu'il est attendu pour être l'option 3, derrière Young et Murray, presque depuis sa draft, c'est ce qu'on veut à Atlanta, que dans ce rôle-là, d'option 3, il devienne une option solide. Mais non, ce cap-là, il n'arrive pas à le passer, et peu à peu, on le voit, c'est finalement Jalen Johnson qui prend ce costume, qui lui a su saisir rapidement les opportunités, à seulement 22 ans, même s'il doit encore prouver sur la durée, et pourtant, j'ai l'impression que Jalen Johnson, qui vraiment dans la hiérarchie pour moi est en train de passer devant DeAndre Hunter, a moins de crédit que DeAndre Hunter. Alors après, je conçois, on met souvent en avant la défense de Hunter, même si celle de Jalen Johnson est pas mal du tout non plus. Et je veux bien, c'est vrai que sans être non plus complètement élite, Hunter est très bon dans le domaine, notamment sur l'homme, même si off-ball, des fois, il a quelques flottements, mais globalement, il est bon dans le domaine. Sauf que, offensivement, il y a de vrais soucis selon moi. Il est pas assez créateur et pas assez adroit pour être vraiment une option importante au scoring qui va créer pour lui et qui va pouvoir justement assurer ce rôle d'option 3. Il a beau jouer en transition, faire de beaux cuts de temps en temps, tout ça c'est vrai, mais ça me suffit pas. Et surtout qu'en attaque, il apporte pas grand chose d'autre que ses points sur cut ou sur transition. C'est pas un passeur, c'est pas non plus un créateur pour les autres, c'est surtout un finisseur. Et pour moi, ça ne me suffit plus pour le considérer encore comme un vrai potentiel et comme un joueur qui potentiellement pètera tout un jour en NBA. Oui, il a un bon physique, il a les outils aussi pour être un joueur polyvalent, pour être un two-way player, mais pour moi, en 2004, à 26 ans, c'est un joueur qui ne mérite plus ce statut de futur star intouchable, comme visiblement il l'était chez les Hawks cet été. Plus ça va, moins je crois en son potentiel, malgré les discours de certains fans ou de certains analystes. Je pense qu'il restera un bon joueur NBA, ok, un role player de qualité qui peut rendre des services dans pas mal d'équipes, mais il mérite plus vraiment, à mon sens, d'être considéré comme un super joueur pour le futur, comme pas mal d'observateurs l'envisagent encore aujourd'hui. Et encore plus quand je vois par exemple qu'un joueur comme Jason Tatum est plus jeune que DeAndre Hunter. On voit à quel point DeAndre Hunter, même si effectivement les contextes entre les Celtics et les Hawks sont pas les mêmes, mais à quel point il a du retard sur pas mal de joueurs de son âge. Donc est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il a un potentiel exploitable? Je sais pas. Des joueurs de 26 ans qui sont limités offensivement, qui ont de bons outils, j'ai l'impression qu'il y en a un paquet en NBA, et la majeure partie n'a peut-être pas la hype dans DeAndre Hunter, qui, à mon sens, est
surcoté aujourd'hui. En tout cas, je le considère comme surcoté aujourd'hui. Bon et maintenant, voici Domantas Sabonis. Et parmi les joueurs que j'ai choisis aujourd'hui, dans ma liste de 6, le Lituanien, je pense, va être celui qui va faire le plus polémique, parce que j'ai pas l'impression que mon avis soit partagé par beaucoup. Je le sais, c'est un joueur que beaucoup apprécient, et je comprends que, parmi vous, beaucoup ne verront pas un monde où l'intérieur peut être considéré comme surcoté. Et en même temps, je capte, on parle d'un joueur 3 fois All-Star, qui l'an dernier a transformé les Kings, les a fait passer d'une équipe qui était en fin fond de tableau jusqu'à une équipe playoffable, et même je sais que pour certains il est sous-coté, et en même temps c'est vrai que c'est un joueur qui a un très bon niveau, parce que malgré sa position d'intérieur, on se rappelle, il a fini meilleur passeur de sa team de Sacramento l'an dernier, ça a du poids. Sa team de Sacramento, comme on l'a dit, ça a été l'une des meilleures surprises de la ligue, ils ont fini 3ème à l'ouest, et cette team a même poussé les Warriors champions en titre jusqu'au match 7 au premier tour. Tout ça c'est lourd, et là, du premier coup d'œil, quand on regarde les résultats collectifs de l'an passé, mais aussi la production statistique de Sabonis dans la plupart des secteurs, impossible de penser que ça peut être un joueur surcoté. Je comprends même tous ceux qui pensent qu'il est sous-coté, parce que vu qu'il est pas dans un gros marché, vu qu'il est à Sacramento, peut-être qu'on parle pas assez de lui. Son sens du jeu est complètement élite, c'est vraiment un maillon essentiel du collectif, il fait plein de petites choses aussi dans l'ombre, et en attaque, je trouve qu'il complète parfaitement le scoring de De'Aaron Fox, en apportant tout ce qu'il faut à ses côtés, des passes, du jeu au poste, et des rebonds, et tout ça c'est vachement complémentaire avec ce qu'apporte De'Aaron Fox. Comme quoi, même si je le mets parmi les surcotés, j'ai quand même beaucoup de bien à dire à propos de Sabonis, qui clairement méritait ses sélections All-Star, et qui avec son jeu atypique et assez original pour un pivot, grâce à son playmaking et ses passes, plaît à beaucoup de fans, parce que les fans, on le sait, les fans aiment les pivots passeurs comme Jokic, comme Sabonis et Sengun, et ces fans, à juste titre, le considèrent comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue dans son profil, et il l'est, je suis assez d'accord avec ça, il fait partie des meilleurs pivots passeurs de la NBA. Cependant, ma question c'est, est-ce qu'une équipe peut vraiment ambitionner d'aller au titre avec un Sabonis comme pièce maîtresse, ou comme l'un des deux joueurs majeurs comme c'est le cas actuellement avec Sacramento? Alors que beaucoup ont l'impression que c'est le cas, de ce que je lis, moi j'entends souvent Sacramento, ils sont à un All-Star ou à un joueur qui irait derrière Sabonis et Fox d'avoir des grands parcours de playoff, perso j'ai plus de doutes, je suis pas sûr que tant que Sabonis fera partie des deux joueurs principaux, les Kings puissent vraiment avoir des ambitions, pour deux raisons principales, son manque de défense et son absence de shoot extérieur, qui à mon sens ont créé de vraies limites au jeu des Kings en playoff l'année dernière. Donc on pourrait parler vraiment de la façon dont il s'est fait dominer par Kevon Looney la saison dernière au rebond sur la série face aux Warriors, et c'est vrai que lors de ce match-up, lors de ce premier tour, je trouve que Sabonis a confirmé pas mal de doutes que j'avais déjà le concernant les années précédentes. Mais je veux pas non plus baser tout mon argumentaire sur ce qui s'est passé l'année dernière en playoff, il s'agit que d'une série, il s'agit que de 7 petits matchs, et je trouve que c'est un échantillon trop faible pour remettre en question la réputation ou non qu'a Sabonis. Et peut-être que dans d'autres conditions, l'année dernière, ou face à un autre adversaire, le Lituanien aurait pu faire mieux. N'empêche que ça, pour moi, ça efface pas non plus son inefficacité et son incapacité à protéger le cercle en tant que pivot, et ça n'efface pas non plus son manque de qualité pour écarter les défenses de manière efficace, lui qui ne tente que très peu de shoots de loin à chaque rencontre. Son jeu offensif il est élite dans plein de domaines, tout ça c'est certain, et peu de joueurs à son poste disposent de sa qualité de passe, ça aussi c'est certain, vraiment ce genre de joueur est très unique. Si on ajoute à ça sa très bonne activité au rebond, je me dis, ça suffit vraiment pour peser dans le jeu des Kings en saison, on l'a vu d'ailleurs la saison passée, et ça suffit aussi pour mériter des sélections All-Star. Tout ça, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que pour moi, un multiple All-Star, il doit aussi apporter en playoff et avoir un vrai impact sur sa team en playoff. Et ça, dans sa carrière, jusque-là, et je ne parle pas que de l'année dernière, il l'a pas montré. Rappelez-vous, quand il était à Indiana, à part en 2018, et ça date, et de toute façon, il n'avait pas été exceptionnel non plus, sa production, tout le temps, quand la post-season est arrivée, elle a baissé. Avec une campagne 2019, on s'en rappelle, lors de laquelle il a carrément été catastrophique, avec très peu d'impact, il était invisible, et surtout incapable de peser dans le sweep reçu par Indiana face aux Celtics. Et même si ça aussi, ça date, aujourd'hui, je trouve qu'il me manque un vrai exemple, une série ou une campagne de playoff où Sabonis puisse vraiment confirmer son statut All-Star et me faire mentir, pour qu'il puisse vraiment mériter la hype qu'il a à l'heure actuelle. Dans sa carrière, jusque-là, il a jamais passé un tour. Et à mes yeux, même si je sais que c'est pas forcément la vision de la majorité, il représente ce style de joueur qui peut apporter vraiment énormément en saison, je remettrai jamais ça en question, j'ai aucun souci avec ça, c'est un très gros joueur de saison, Domantas Sabonis, mais qui en playoff présente trop de limites, notamment défensives, pour être considéré
considéré comme un joueur d'impact au moment où ça compte le plus. Sans aller non plus jusqu'à dire qu'il est un boulet total pour son équipe en post-season, ce serait abusé, j'ai quand même envie de dire que parfois, dans ces moments, il pénalise son équipe. En fait, on le voit, quand la défense s'intensifie et a une espèce de système pour le limiter, son impact dans tous les secteurs de jeu diminue drastiquement, notamment à la passe. Hein. Lui, même si regardez, en saison, il est capable de tourner à plus de 7 passes par match, il a jamais, de toute sa carrière, terminé une série de playoffs à plus de 5 passes par match. À chaque fois, il était en dessous. Ça diminue, et à chaque fois, son scoring suit la même trajectoire. Il diminue, et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, quand justement on a un coach qui se dit « il faut limiter Sabonis », les défenses arrivent sans trop de difficulté à le limiter quand il est temps justement de trouver un plan de jeu pour le mettre en difficulté. Et vu le rôle qu'il a dans la circulation de balles des Kings, vu le rôle qu'il a vraiment même dans cette équipe des Kings, et même celui qu'il avait aux Pacers à l'époque, quand justement il perd son impact, ça peut vraiment handicaper toute l'équipe, lui qui en plus de ça n'est pas suffisamment adroit de loin pour trouver d'autres solutions et pour stretch quand il est en difficulté dans la peinture face aux prises à deux. Surtout que comme je disais, son impact en défense en parallèle, il est souvent négatif. Donc ouais, Sabonis c'est un super joueur, tout plein de qualités, hein, qui le rendent vraiment unique et qui lui permettent vraiment largement de briller en saison. Néanmoins, le concernant aujourd'hui, la saison, j'ai envie de dire que je m'en fous, j'ai besoin de le voir plus impactant en playoff, et j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse réussir, tant jusque-là, les équipes arrivent à le limiter offensivement, avec une défense agressive sur lui, tout en utilisant ses failles défensives pour elles-mêmes performer. Et je veux pas dire, hein, mais l'an dernier, heureusement quand même qu'il y avait De'Aaron Fox à Sacramento, même s'il était blessé au pouce, pour pousser les... Non, c'était à l'index, je crois qu'il était blessé, en tout cas il était blessé au doigt, pour pousser les Warriors vers un Game 7. Les analytics le prouvent, hein, d'ailleurs. On le voit, son Nate rating à Sabonis, il est toujours positif en saison, mais souvent en playoff, c'est tout l'inverse qui se passe. Et ça pose question, et je trouve que c'est pas suffisamment évoqué à mon goût. Le Lituanien, il a beau être un joueur, un intérieur extrêmement gifté, et c'est ça qui provoque sa hype, je le comprends, il est beau à voir, son sens du jeu est magnifique, mais de là à dire qu'il peut être une valeur sûre en playoff, je suis pas d'accord. En tout cas, jusque-là, j'en ai pas eu la preuve, et tant qu'il aura pas passé un tour en se montrant dominant, en montrant qu'il ne se fait pas bouffer par les adversaires qui exploiteront ses faiblesses, tant qu'il aura cette image-là, même si j'aime beaucoup le jeu collectif de Sabonis, et que je sais que ça va faire ruer dans les brancards, oui, à ce jour, je le trouve surcoté, parce qu'on en parle limite comme une superstar, ou au moins une star de très haut calibre, sauf que c'est une star qui, pour l'instant, n'a jamais rien montré en playoff. Et pour moi, c'est vraiment là qu'on doit juger un joueur, c'est là où ça compte le plus. Donc à lui, vraiment, de montrer qui peut faire cette série de playoffs sans que ses adversaires exposent toutes ses faiblesses, comme ça a été le cas depuis le début de sa carrière, pour que, pour lui, je refasse mon avis concernant ce joueur qui, comme je l'ai déjà dit, est pourtant excellent en saison. À 27 ans, je suis pas non plus rédhibitoire, je pense qu'il peut encore connaître le déclic, lui qui au final n'a disputé que 20 petits matchs de playoff dans sa carrière jusque-là, il a encore le temps de prendre de l'expérience et d'apprendre de ce qui a été difficile par le passé, mais je dois le dire, si pendant longtemps Domantas Sabonis c'est quand même un joueur que j'ai trouvé sous-coté parce qu'on n'en faisait pas assez, parce que souvent il était dans des petits marchés, je trouve que maintenant ses grosses saisons régulières et son profil unique dans cette équipe de Sacramento qui a fait des bonnes choses l'an dernier, font qu'on ne pointe pas assez du doigt son manque d'impact en playoff pour le moment, et pourtant à mon sens c'est ce qui doit compter le plus pour un joueur comme Domantas Sabonis, et on n'en parle pas assez à mon sens. Allez, 5e joueur, avant-dernier joueur pour aujourd'hui, voici Klay Thompson. Et je cache pas que j'ai failli pas le mettre, parce que depuis son retour de 2 grosses blessures, les ligaments croisés et le tendon d'Achille, peu à peu j'ai l'impression que la planète NBA se rend compte que Klay Thompson n'a plus le même impact qu'avant. Si pendant longtemps je lui trouvais des excuses, qui sont réelles, parce que c'est dur de revenir à 100% après de si grosses blessures, je trouve que maintenant il est quand même temps d'exposer les nouvelles faiblesses de Klay Thompson, qui sont souvent mises en avant ces derniers temps, et c'est pour ça que j'ai pas failli le mettre aujourd'hui, mais qui ne le sont toujours pas assez mise en avant à mon goût, et c'est pour ça que finalement j'ai décidé de garder Klay Thompson dans ma sélection. Parce que oui, il reste quand même un shooter très correct, et avec lui, c'est vrai qu'on éprouve une certaine nostalgie qui donne envie de le pardonner. Et pourtant, désolé, j'ai envie de dire que ce soit au niveau du shoot, sa spécialité, mais aussi au niveau de la défense, son autre spécialité, lui qui était un two-way player de luxe à la grande époque, Klay Thompson n'est plus que l'ombre de lui-même, et si peu à peu il y a des gens qui s'en rendent compte, il y en a toujours pas assez, selon moi, surtout que pour augmenter le tout, j'ai l'impression que son attitude générale n'est pas assez remise en question, et son attitude, je vais pas mâcher mes mots, je la trouve un petit peu dégueulasse. Qu'un joueur voit son niveau baisser pour de telles blessures, c'est pas un souci pour moi, ça fait partie du jeu, et s'il y avait eu que ça, je l'aurais pas mis parmi les joueurs surcotés. Mais si ce joueur, il agit et il trash talk comme s'il était encore un monstre, comme le fait Klay Thompson, j'ai un peu plus de mal, c'est un petit peu comme
si Klay Thompson lui-même se surcotait, comme s'il refusait de prendre un rôle moindre et d'adopter l'attitude qui va avec, en s'effaçant un petit peu plus. Lui, dans sa tête, j'ai l'impression qu'il est toujours le même joueur, et voir qu'il a pas le respect qu'il mérite, au moins à ses yeux, ça le frustre, il s'énerve beaucoup plus, il part dans des espèces de combats et des défis individuels qui sont complètement inutiles, en perdant sa concentration parce qu'il va chambrer des adversaires, et son niveau de jeu, je trouve qu'il en pâtit, comme si, en fait, à cause de sa frustration actuellement, il se retrouvait dans une spirale dans laquelle il a énormément de mal à sortir, et bien sûr c'est une spirale qui est négative. Et il suffit de regarder les Warriors jouer pour s'en rendre compte. Son rôle dans le dispositif de Steve Kerr, c'est toujours le même qu'à l'époque, et quand il prend un coup de chaud, ses shoots, bien sûr, peuvent toujours rentrer avec une précision chirurgicale. Mais ça, aujourd'hui, ces coups de chaud, c'est devenu trop rare à mon sens pour qu'on considère encore Thompson comme un joueur majeur en NBA, ou même encore comme une option 2 d'une équipe qui ambitionne un bon parcours de playoff. Parce que oui, Klay Thompson, ça reste un très bon shooter, mais c'est plus du tout le sniper élite qu'il était, ça on l'a dit. Et cette saison, en plus de ça, il a jamais shooté aussi mal de loin. 35%, c'est pas dégueulasse, mais c'est quand même loin d'être élite. Et en plus de ça, il n'a jamais aussi peu scoré. Il met moins de 16 points par match, c'est très peu pour Klay Thompson. Pourtant, j'ai l'impression que même si beaucoup de fans sont conscients que son niveau diminue, on reste encore beaucoup trop optimiste sur sa capacité à rebondir. On le considère encore comme ce shooter élite, on a l'impression que ça peut revenir n'importe quand, et je veux bien admettre que ses succès passés parlent pour lui et peuvent donner l'envie d'être optimiste, mais au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Aujourd'hui, c'est un joueur qui n'a plus les mêmes qualités athlétiques que par le passé, son impact défensif est bien moindre, dans le domaine, je suis désolé, mais il est average maintenant, sans plus, et des joueurs qui peuvent faire le taf en défense sans briller, sans être non plus en lockdown comme Klay Thompson, et shooter à 35% à 3 points, j'ai l'impression qu'il y en a un paquet aujourd'hui en NBA, surtout que beaucoup sur le terrain ont une meilleure aptitude et un meilleur langage corporel que Klay Thompson, et pourtant, j'ai l'impression que parmi ces joueurs, peu ont la hype et la valeur d'un Klay Thompson sur le marché. Pour moi, alors qu'il a 33 ans ce joueur, il faut arrêter de penser qu'il va revenir à son niveau, ou pourra même ne serait-ce que le toucher du doigt à ce niveau. Certes, son expérience en playoff, elle peut être précieuse, elle peut être primordiale, et elle peut faire qu'on le considère mieux, et qu'on lui trouve encore des excuses. Et je pense que justement, ça peut être un argument sur le fait qu'on puisse mieux le considérer que la plupart des joueurs qui possèdent des lignes stats qui sont proches des siennes. Tout ça, je comprends. Ceci dit, tant qu'il se remettra pas en question, tant qu'il apprendra pas à performer autrement, malgré ses qualités qui déclinent, je trouve qu'il pourra pas avoir l'impact qui sera attendu de sa part dans une équipe compétitive. Le prime de Klay Thompson, maintenant, il semble loin, et même si les gens s'en rendent compte, je les trouve pas assez sévères avec lui, que ce soit dans le jeu ou le mental, sans même parler de son salaire exorbitant, lui qui sera free agent en fin de saison, et qui a toujours pas réussi à s'entendre avec les Warriors pour une prolongation, l'arrière, aujourd'hui, c'est plus un joueur sur lequel on peut compter parmi les pièces essentielles pour aller chercher un titre, et ce, dans n'importe quelle équipe, je pense, les Warriors et même les 29 autres. Il est devenu un bon shooter sans plus, un défenseur lambda, et alors que beaucoup, je pense, le considèrent encore comme un potentiel maillon primordial d'une équipe qui peut être compétitive, vu le rôle qu'il a eu dans les 4 bagues remportées par cet effectif, moi je suis pas d'accord avec ça. Et même si ses blessures, et c'est triste, sont la cause majeure de sa chute de niveau, je trouve encore qu'actuellement, on lui trouve trop de bonnes raisons, trop d'excuses en raison de son passif. Le shooter top tier et le défenseur qu'il était, c'est loin maintenant, et je vois pas du tout un monde où ça reviendra, même si ça fera du mal à la fanbase des Warriors. Je pense que si Klay ne prolonge pas cet été, il sera, je pense, plus facilement remplaçable que ce qu'on pense, plus que ce que l'on croit, au moins sur le terrain. Peut-être que dans le vestiaire ce sera plus dur, mais sur le terrain, je pense qu'on peut largement trouver un joueur comme lui, qui aura une moins grosse cote et un salaire moindre. Donc je leur dis, mais un mec capable d'assurer en catch and shoot et de défendre un peu, il y en a un paquet en NBA, surtout que Klay, en plus, il fait quasiment que ça, c'est absolument pas un créateur. Et là, j'ai les blessures, lui permettent plus d'être aussi impactant dans ses courses, dans ses démarquages, et sur sa faculté à créer son shoot, à créer la séparation, et à exploser derrière un écran justement pour mettre une espèce de gros dagger. Donc maintenant, à lui de se rendre compte qu'il est surtout devenu un role player, et de transformer son jeu pour arrêter d'en faire trop, transformer son caractère aussi, son comportement, pour pratiquer un basket qui serait plus en adéquation avec les qualités qui lui restent à 33 ans. C'est plutôt dommage, je trouve, ce souci d'attitude, et le fait qu'il se rende pas compte que ses qualités aient décliné, parce qu'il pourrait être un très bon role player, mais pour ça, il va falloir qu'il mette derrière lui ses succès passés, de se dire que ça, maintenant, ça appartient à l'histoire, il faut voir le présent, il faut voir l'avenir, et qu'il agisse comme le joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce qu'il en est capable? Je sais pas, et j'ai peur que pour cet objectif, son ego, qui a l'air quand même bien important, soit un frein. Et tant qu'il aura pas résolu ça, même si c'est de moins en moins le cas, parce qu'aujourd'hui on n'hésite plus à critiquer Klay Thompson, je trouve qu'il sera surcoté, parce que pour moi, un Klay Thompson option 2, et peut-être même option 3, d'une équipe qui veut être ambitieuse, ce n'est plus possible en 2023 et bientôt en 2024. Par contre là, on vient de parler de Klay Thompson, et avant que je vous parle du dernier joueur
qui est surcoté selon moi, mon dernier overrated player, il faut que je fasse une petite parenthèse pour vous parler du sponsor du jour, The Bet, vous connaissez, qui me soutient depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, et là, les fans des Warriors vont être contents, et ceux qui sont en désaccord avec ce que je viens de dire avec Klay Thompson et qui pensent encore qu'il peut être un super joueur, seront encore plus contents. Parce que ouais, même si actuellement cette équipe de Golden State est dans le rouge, cette team a quand même une cote de 15 pour gagner le titre, qui me semble vraiment intéressante au vu du niveau que possède encore Stephen Curry, qui encore et toujours porte sa team de la tête et des épaules à 35 ans. Surtout qu'on l'a vu, depuis 2018 et l'obtention du 3e titre pour ce roster, plusieurs fois des doutes ont popé concernant ces Warriors, et à de maintes reprises, ces doutes, ils les ont gommés. On se rappelle, après la défaite en finale en 2019 contre Toronto et toutes les blessures, beaucoup pensaient que leur dynastie était finie. Sauf qu'on s'en rappelle aussi, après une saison moyenne en 2022, après même plusieurs saisons compliquées, l'équipe est retournée jusqu'au titre, elle est allée jusqu'au bout, et avec un leader comme Curry, avec des joueurs expérimentés qui se connaissent et qui brillent parfaitement dans le dispositif de Steve Kerr, en tout cas quand ils veulent bien briller, coucou Klay Thompson, mais je trouve qu'il serait quand même précipité d'enterrer définitivement ces Warriors, malgré toutes les difficultés qu'ils connaissent en début de saison. Cette équipe, clairement, on va être honnête, elle n'est pas favorite pour aller au titre. Mais dire qu'ils n'ont absolument encore aucune chance d'aller au bout, ça me paraît trop dur vu comment la team est capable de surpasser et de retrouver ses bonnes vieilles habitudes une fois que la post-season commence. Alors du coup, si vous voulez faire un gros coup sur The Bet, cette cote de 15 pour les Warriors, elle me semble super intéressante. C'est un vrai risque, c'est sûr, mais si ça paye, il y a moyen de faire un bon pactole, parce que même en misant une toute petite somme sur eux, vous pourrez faire un x15 et c'est quand même pas rien. Donc si vous voulez tenter un coup et vous amuser avec ça, ça peut être l'occasion, vu cette cote, surtout que si vous entrez le code 6e homme au moment de votre inscription, vous pouvez doubler votre premier dépôt en free bet et obtenir jusqu'à 100 € en paris gratuit. Et ça justement, ces paris gratuits, ça peut être l'occasion de les utiliser pour faire un gros coup, pour les utiliser pour les Warriors, pour essayer de dire ok, voilà, j'ai des paris gratuits, je tente le coup de faire un x15 en mettant les Warriors champions, sans prendre de risque, vu que ce sera un free bet. Donc voilà, ça peut être une solution. Maintenant, les paris, rappelez-vous, c'est pas un moyen de s'enrichir, en tout cas c'est beaucoup trop dangereux de prendre ça comme ça doit rester un amusement, c'est complètement interdit aux mineurs, et c'est tout à fait normal, et la règle essentielle qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut parier que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Si vous voulez faire de la thune, ne faites pas des paris sportifs, trouvez un boulot. Donc on garde bien ça en tête, que vous vouliez miser sur les Warriors champions ou pas, que vous vouliez faire un x15 ou pas, avec potentiellement un free bet, c'est à vous de jouer, quoi qu'il en soit, que vous misiez ça ou autre chose. Moi je vous souhaite une très bonne chance sur The Bet. Et le dernier joueur pour aujourd'hui, qui va sûrement faire moins polémique que certains qu'on a abordés, c'est Gabe Vincent. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu précipité de parler de lui parmi les joueurs surcotés, parce que cette saison, il a joué que 4 petits matchs avec les Lakers avant de se blesser. Maintenant, pendant ces 4 matchs, il a vraiment pas été bon, mais l'échantillon est beaucoup trop faible pour se faire un avis définitif. Cependant, malgré l'énorme cote qu'il a réussi à obtenir en playoff, grâce au très bon niveau qu'il a affiché dans le parcours légendaire du 8 l'an passé, j'y croyais déjà que peu pour la suite, même avant de voir ces matchs-là. Je me disais vraiment, comme certains joueurs, ça a été le cas avant lui, que quand il quitterait le dispositif de Spoelstra et le dispositif de Miami, quand il quitterait ce coach qui l'utilisait parfaitement en le mettant dans le bon rôle et les bonnes dispositions, on verrait ses limites, et ses limites seraient vraiment exposées. Et ça, encore une fois, même si c'est très peu comme échantillon, ça s'est matérialisé de façon assez obvious sur les 4 matchs qu'il a fait aux Lakers, et même si c'est trop tôt pour être définitif, je ne le vois pas du tout atteindre à nouveau, dans une autre équipe, le niveau qu'il avait à Miami en playoff, qui pour moi a largement été exagéré, et qui a envoyé beaucoup de poudre aux yeux à pas mal de fans et à pas mal de dirigeants, notamment à ceux des Lakers qui pensaient vraiment avoir fait un super coup en récupérant Gabe Vincent cet été. D'ailleurs, ces playoffs, on va le dire, vraiment c'était pas mal, il a été titularisé à la place de Kyle Lowry, il a tourné à plus de 13 points par match, il avait une bonne adresse de loin, il s'est montré clutch, il a montré qu'il pouvait avec son envie être un défenseur correct, il était présent dans les matchs importants, mais je trouve que malgré tout ça et malgré tout ce positif, on en a fait beaucoup à son propos, parce que certes, Vincent, c'est un bon scoreur, c'est un mec qui sait prendre ses responsabilités quand ça compte, mais c'est pas non plus le joueur le plus efficace du monde, et c'est pas non plus un vrai playmaker. Il tourne à quoi, 3-4 passes décisives par match sur la saison dernière en playoff. Même s'il a fait quelques gros matchs à plus de 20 points, son apport, il reste quand même irrégulier. Donc c'est sûr que quand il pète tout, on le voit, on le rappelle, on aime le dire, oui, Gabe Vincent c'est un joueur non drafté, regardez ce qu'il fait, c'est énorme, mais par contre on parle pas de tous les autres matchs où il met moins de 10 points et où il est plus, invisible, parce que c'était presque ce qui était plus attendu de lui à la base. Et c'est pour ça que j'avais des doutes, parce que c'est pas un joueur que je voyais être capable d'être titulaire ailleurs qu'à Miami, même si j'entendais la fanbase du Heat énormément s'enflammer à son sujet au moment des playoffs l'année dernière. Après,
Chez les Lakers, heureusement, on s'est pas non plus trop enflammé, on l'a pas non plus complètement surpayé. On lui a donné 11 millions la saison, et si Miami n'a pas voulu s'aligner, parce qu'apparemment, si Miami avait donné plus ou avait donné autant, Vincent serait resté, c'est peut-être pas par hasard, peut-être parce que Spoelstra se rendait compte des limites de Gabe Vincent, et que Pat Riley aussi. Et donc là, il est arrivé aux Lakers avec la volonté pour la franchise californienne de le mettre en tant que backup de D'Angelo Russell. Sauf que, vu les doutes qu'il y a autour du niveau que peut avoir D'Angelo Russell, notamment en défense, Gabe Vincent, il devait avoir un gros rôle en sortie de banc, et c'est ce qui sera toujours attendu à son retour de blessure, au moins pour qu'il apporte de l'impact défensif et qu'il puisse scorer aussi. Sauf que ça, moi je suis pas certain qu'il en soit capable. Même si l'échantillon est très faible, son adresse est complètement catastrophique sur le début de la saison, même si je pense qu'il restera pas à 7% à 3 points, et je trouve qu'il a montré énormément de limites dans le jeu, et comme beaucoup de joueurs avant lui, il montre que quand il sort du dispositif de Miami, quand il sort de cette culture et de ce coaching de Spoelstra, il est pas aussi impactant. C'est pas le premier dans cette situation. Là, les premiers qui me viennent en tête, c'est Hassan Whiteside, c'est Kendrick Nunn, c'est même Josh Richardson, même s'il est revenu à Miami. Josh Richardson, on l'a vu, après son premier départ de Miami, ça a été très compliqué pour lui, et c'est que des joueurs, ça, qui ont pris de la valeur parce qu'ils étaient parfaitement utilisés par coach Spoelstra, mais qui ont vite perdu cette valeur ensuite parce que leurs faiblesses ont été exposées quand ils changeaient de dispositif. Et j'ai peur que malgré tout le bien qu'on disait de Gabe Vincent l'année dernière, ce soit un joueur qui suive la même trajectoire. Autant c'était un maillon essentiel pour le 8, autant ça reste quand même un joueur non drafté, comme on l'a dit, et pas sûr qu'il puisse vraiment avoir un réel impact ailleurs quand il sera pas dans ses petits souliers dans le dispositif et que les systèmes ne l'aideront pas à briller. Pour moi, enfin, je le vois pas vraiment être, ce que je disais, pas un titulaire Ayer Coit, mais même pas sûr que Ayer Coit il puisse être ne serait-ce qu'un élément essentiel sur le banc, parce que ouais, il a pas forcément le niveau pour ça. Ça reste un joueur qui a quand même pas mal de limites, et malgré quelques faiblesses à la main, pas sûr que les Lakers aient réellement besoin de lui, et encore plus s'il met pas ses shoots, parce que Gabe Vincent, s'il met pas ses shoots, il devient beaucoup moins utile. Quand l'an dernier, on entendait dire pas mal d'analystes qui disaient que c'était le deuxième meilleur joueur du 8 au moment des playoffs. Bon, après, analyste 1, je crois que c'est Kendrick Perkins qui disait ça, donc c'est quand même à mettre entre guillemets, et que les Lakers avaient fait un super coup en le signant, j'ai trouvé qu'on était dans l'abus. Non, avec Gabe Vincent, tu fais pas un super coup, tu tentes un pari, et ce pari, moi je suis pas sûr qu'il soit positif, et jusque-là, pour l'instant, il est plutôt négatif. Le run de playoff qu'il a fait l'année dernière, je pense, a déclenché pas mal d'enflammades autour de Gabe Vincent, et je trouve qu'on en a fait beaucoup trop, qu'il y a eu beaucoup trop d'enthousiasme autour de lui, surtout qu'à 27 ans, déjà, c'est pas un joueur qui va encore beaucoup progresser. Il a pas de vraie spécialité dans le jeu, il est un peu undersized en plus, il manque de taille, même s'il fait 1m90, c'est pas non plus rédhibitoire, mais il est pas non plus très grand, il met beaucoup d'énergie en défense, mais c'est pas non plus un lockdown, et voilà, on s'en rend compte, le contexte de Miami, enfin on s'en rend compte ou pas encore, mais je pense qu'on va s'en rendre compte, le contexte de Miami, il a beaucoup aidé à prendre de la valeur, les médias l'ont sûrement trop mis en avant parmi les free agents de renom qui étaient présents cet été, je trouve, et même si c'est appréciable que sur le terrain, à chaque match, l'impression qu'il joue sa vie en NBA, ça j'apprécie beaucoup, il a trop de limites. Pour moi, c'est pas plus qu'un joueur de rotation correct sans plus même, s'il est ailleurs qu'à Miami, alors que j'ai l'impression que beaucoup, pendant l'intersaison, imaginaient qu'il serait une grosse pioche pour les Lakers. Donc on n'en est pas là, pas du tout, c'est pas du tout une grosse pioche, jusque-là, il va falloir qu'il fasse ses preuves, et pas sûr qu'il y arrive un jour. J'ai l'impression qu'on l'a très très vite mis en avant, trop mis en avant, et que du coup, on le surcote, et qu'on va très rapidement se rendre compte de ses limites en dehors du dispositif d'Eric Spoelstra. Épilogue. Ok, on arrive tranquillement en fin de live. À chaque fois que je vous ai présenté un joueur, vous avez voté. Je vous ai demandé, j'ai essayé de prendre vos remarques en compte concernant la semaine dernière, parce que quand j'avais parlé des joueurs sous-cotés, je vous avais juste dit, ce joueur est-il sous-coté ou sur-coté, et ça ne prenait pas assez en compte, est-il considéré à sa juste valeur. Donc aujourd'hui, on a changé le sondage, et je vous ai juste demandé, ce joueur est-il sur-coté, oui ou non. En gros, vous n'aviez pas à vous mouiller. Si pour vous, il était sous-coté ou considéré à sa juste valeur, vous mettiez non. Si pour vous, il était sur-coté, vous mettez oui. Et ça nous a donné un classement en fonction des pourcentages des votes, et on va voir ce que ça a donné, à commencer par le 6ème, le joueur qui pour vous est le moins surcoté parmi ceux que je vais vous ai proposés, et sans surprise, il s'agit de Domantas Sabonis. Lui, je le sais, hein, quand j'ai commencé à travailler sur ce live, quand j'ai commencé justement à faire ma sélection de joueurs, je savais que c'était le joueur qui allait le plus faire débat. Vous êtes que 32% à penser qu'il est surcoté, le reste, vous pensez soit qu'il est sous-coté, soit qu'il est considéré à sa juste valeur. Et je veux bien, je les ai lus, hein, vos arguments, en mode, mais regardez les saisons régulières qu'il fait, regardez, il a fini meilleur rebondeur de la ligue, c'est un super passeur, des mecs de son profil, il n'en existe que très peu en NBA, c'est un super joueur qui mérite ses sélections All-Star, mais tout ça, je suis entièrement
entièrement d'accord avec ça. Enfin voilà, je n'ai jamais remis en cause sa saison régulière, c'est un joueur excellent et ça a été un des maillons essentiels qui a transformé les Kings la saison dernière. Tout ça déjà c'est pas mal, sauf que comme je le disais, la saison, finir meilleur rebondeur, avoir des sélections All-Star, mais c'est pas ça l'objectif en NBA. L'objectif en NBA ça doit rester de gagner des titres et de performer en playoff, et vous l'avez compris, c'est sur ce domaine pour lequel j'ai plus de doutes. Donc ok, vous me l'avez dit, et c'est vrai, je vous rejoins, l'échantillon est faible, parce qu'il a joué que 20 matchs de playoff, dernièrement il en a joué que 7 avec Sacramento, les autres c'était plus en début de carrière avec Indiana, et il avait plus d'excuses dans sa jeunesse d'être performant à ce moment-là, sauf que quoi qu'il en soit, je n'ai pas de référence de Sabonis qui est bon en playoff, j'ai pas une série référence, et je suis même pas vraiment sûr d'avoir un match référence. Quand je vois qu'il s'est fait dominer par Kevon Looney l'année dernière, notamment au rebond, ça me pique un peu, et voir que même quand il était plus jeune à Indiana, ses stats descendaient constamment par rapport à la saison régulière, ça m'inquiète un peu. Donc je n'irai pas jusqu'à dire que c'est seulement un role player comme j'ai lu parfois dans le chat, on n'en est pas là. Non, c'est un très 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 bon joueur de saison régulière, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de ses failles défensives notamment, qui font qu'en playoff il peut handicaper son équipe dans ce secteur-là, qui font qu'en playoff le net rating de Sacramento baisse quand il est sur le terrain, parce que c'est un joueur qui quand il est sur le parquet se fait beaucoup cibler par ses adversaires en playoff. Les coachs arrivent à s'adapter sur une série qui se joue au meilleur des 7 et arrivent vraiment justement à mettre en lumière et à exposer ses faiblesses, et ça malgré l'excellent joueur, le magnifique joueur et la beauté du jeu qu'a Sabonis en saison régulière. Et ben je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que pour moi les playoffs doivent rester les plus importants. Donc voilà, Sabonis pour vous, c'est le moins surcoté parmi ceux que je vous ai présentés, je le comprends, mais quand je vois tous les beaux discours qu'il y a à propos de Sabonis, et quand je vois votre perception de Domantas Sabonis, quand vous me dites qu'il est absolument pas surcoté, moi j'ai l'impression que ça me renforce encore plus sur le côté, ouais il est surcoté, la preuve, tout le monde l'adore et personne ne le pense, donc ça montre qu'il est surcoté. Maintenant, c'est pas un bon argument, c'est sûrement moi qui me plante sur toute la ligne, vu que vous êtes 68% à être en désaccord avec moi. Peut-être que j'abuse avec Domantas Sabonis, je dois passer à côté de quelque chose, peut-être que je le considère pas à sa juste valeur, vu que beaucoup de monde est en désaccord avec moi, mais je reste sur ce choix. C'est peut-être pas le joueur le plus surcoté de la ligue, je l'aurais clairement pas mis en numéro 1, mais par contre je le mets dans mes 6, je savais que ça allait faire débat, et voir vos réactions, ça me confirme un peu sur le fait que, à mon sens, en tout cas à mes yeux, même si c'est pas forcément juste, Domantas Sabonis est un joueur surcoté. En numéro 5, vous avez mis DeMar DeRozan. Là, 45% d'entre vous pensent qu'il est surcoté, 55% d'entre vous pensent qu'il ne l'est pas. Donc on n'est toujours pas à la moitié. Là, je l'ai vu, encore une fois, on lui trouve beaucoup d'excuses à DeMar DeRozan, je l'ai lu, vous me dites, ça reste le roi du mi-distance, c'est quand même un joueur qui est super clutch, etc., etc. Mais ça, on le sait, on l'a dit, sauf que être le roi du mi-distance, c'est bien beau, mais quand ça permet pas à ton équipe de gagner, et qu'en plus de ça, tu n'es même pas sûr de pouvoir t'adapter dans tous les autres collectifs, tant il faut que les joueurs autour de toi s'adaptent, mais moi j'en ai rien à foutre qu'il soit le mid-range king. Moi ce qui m'importe, c'est que lui aussi fasse gagner son équipe. Là, cette saison, ça se voit, il perd en explosivité, il vieillit. En plus de ça, DeRozan, c'est un joueur qui ne défend pas. Et j'ai l'impression qu'on le surcote à cause de ce statut honorifique qui ne veut rien dire de mid-range king. Mais pour moi, désolé, mid-range king, ça veut rien dire. Je veux que DeMar DeRozan montre que son jeu en 2024, qui se base essentiellement sur le mid-range, peut faire gagner une équipe et peut permettre à une équipe d'être ambitieuse. Et ça, jusque-là, je ne le vois pas. Voilà pourquoi, à mon sens, il est surcoté. Et voilà pourquoi, pour vous, il arrive en numéro 5. En tout cas, que ce soit Sabonis ou DeRozan, vous ne les auriez pas mis dans vos 6, j'imagine, parce que plus de la moitié d'entre vous ne les trouvez pas surcotés. Donc maintenant, on va passer à 4 joueurs qui vont être un petit peu plus intéressants à débriefer, parce que là, à chaque fois, vous étiez plus de 50% à dire qu'ils étaient surcotés. Et celui qui arrive en 4ème, c'est Gabe Vincent. Là, 52% d'entre vous pensent qu'il est surcoté. Le débat, de toute façon, on va pas débriefer pendant longtemps, je l'ai bien compris dans le chat. Les 48% qui pensent qu'il n'est pas surcoté disent que de toute façon, c'est que personne n'a rien attendu de lui, et ça je peux le comprendre, parce que c'est vrai que Gabe Vincent ça reste un petit peu un no-name, sauf que c'est quand même beaucoup moins un no-name depuis ses playoffs à Miami de l'année dernière, on a beaucoup parlé de lui, les Lakers ont montré qu'ils comptaient sur lui, Kendrick Perkins a dit que c'était l'un des meilleurs joueurs du 8, bon c'était peut-être le meilleur joueur du 8 non drafté, mais ça s'arrête là, et voilà, donc ouais, pour moi, il est surcoté par rapport à ce qui a été dit dans ses playoffs, mais je comprends qu'il ne soit pas non plus dans le top 3, dans la mesure où c'est pas non plus un joueur dont on attend monts et merveilles. Maintenant, par contre, on passe au podium. Et là, ça va toujours être intéressant. Celui qui arrive en numéro 3, c'est DeAndre Hunter. Pour 59% d'entre vous, c'est un joueur surcoté, donc encore une fois, on est à plus de la moitié. Et là encore, j'ai l'impression que vous étiez assez d'accord avec mes constats sur le fait que, effectivement, il ne répond pas aux attentes, il n'atteint pas son potentiel, mais finalement, s'il n'arrive qu'à la 3ème place, c'est que pour pas mal d'entre vous, et d'ailleurs vous me le dites, il y a certains fans des Hawks qui disent, mais de toute façon, nous, on en a marre de DeAndre Hunter, on n'en attend plus rien, donc il est pas surcoté. Je suis pas d'accord, j'ai l'impression
l'impression qu'il y a encore pas mal de gens qui attendent beaucoup de DeAndre Hunter, et c'est pour ça que je le considère comme surcoté. Maintenant, si effectivement vous acceptez son niveau moyennasse, si vous acceptez le fait qu'il stagne, et si vous n'en attendez pas plus, je comprends que vous ne le considériez pas surcoté. Perso, j'en attends plus, et pendant longtemps j'en ai attendu plus, et j'ai l'impression que beaucoup encore en attendent plus, et voilà pourquoi je le considère surcoté, et voilà pourquoi il arrive dans votre top 2. Donc maintenant, on va voir qui est le joueur le plus surcoté de la NBA selon vous. Il en reste 2, Tyler Herro et Klay Thompson, et celui qui arrive en numéro 2, c'est Tyler Herro. Et là, j'avoue que je suis un petit peu étonné. Je pensais que là-dessus, j'allais me faire tuer, parce que je sais à quel point, je l'ai dit, c'est le chouchou des fans de Miami, et même le chouchou de pas mal de fans NBA. Je pensais que beaucoup n'allaient pas accepter que je mette Tyler Herro dans cette liste. Je pensais que ça allait faire la même chose que Domantas Sabonis. Pour ces deux joueurs-là, je m'y attendais. Après, j'assume mes propos. Comme je disais, je suis pas sûr d'avoir... j'ai absolument pas la prétention d'avoir la vérité absolue, mais je trouvais ça intéressant de vous donner mon avis. Et pour moi, voilà, Tyler Herro, ça reste un role player plus, un super scoreur, c'est sûr, mais pas un joueur autour duquel le jeu peut tourner. C'est un mec qui défend très peu en plus de ça, et comme on le disait, si Portland n'a pas voulu de lui dans le trade de Lillard, c'est que Portland s'est sûrement rendu compte que c'était pas forcément un joueur autour duquel il était pertinent de construire, et j'ai tendance à les rejoindre. Pourtant, encore aujourd'hui, comme je disais aussi, on parle de Tyler Herro comme un futur All-Star, et ça, je pense que c'est largement le surcoté. Voilà pourquoi il arrive en numéro 2, c'est-à-dire très haut parmi les joueurs surcotés. Et en numéro 1, votre choix obvious, ça a été Klay Thompson, et ça je m'y attendais pas. Comme je disais, ok, Klay Thompson, aujourd'hui c'est plus que l'ombre de lui-même, c'est un shooter qui ne met plus ses shoots avec autant de régularité qu'avant, qui est maintenant très loin de son niveau élite, un joueur qui n'a plus assez d'explosivité pour se démarquer et prendre des tirs, un joueur qui ne défend quasiment plus, en tout cas qui est average, sans plus, comme je disais. C'est devenu presque un role player lambda, Klay Thompson, malgré tout son passif et malgré toute son expérience qui peuvent encore le tirer vers le haut et lui permettre de faire des belles choses, mais en plus de ça, c'est devenu un joueur qui n'a plus l'attitude qu'il faut et qui lui-même, j'ai l'impression, se voit plus beau qu'il ne l'est, et ça le dessert dans son jeu, et ça fait qu'il n'est plus performant. Maintenant, je m'attendais pas à ce qu'il soit classé en numéro 1, parce que comme je disais, j'ai l'impression que ses failles et ses faiblesses à Klay Thompson, on s'en rend compte, donc j'ai l'impression qu'il est pas... Enfin, oui, il est surcoté, sinon je l'aurais pas mis dans ma liste, mais j'ai l'impression qu'il l'est pas tant que ça, dans la mesure où quand même on le critique beaucoup, Klay Thompson. Beaucoup plus que des joueurs que j'ai mis aujourd'hui, comme DeRozan par exemple, comme Tyler Herro ou comme Domantas Sabonis. Donc je pensais pas qu'il arriverait numéro 1, mais comme quoi c'est votre vision, vous êtes beaucoup à penser que Klay Thompson, la plupart des fans NBA le voient beaucoup plus beau qu'il n'est, et donc voilà, on va finir ce live là-dessus. Selon la commu, selon vous, parmi les 6 joueurs que j'ai présentés aujourd'hui, Klay Thompson est le plus surcoté à l'heure actuelle en NBA. Et allez, si je devais faire mon petit bilan parmi les joueurs les plus surcotés NBA, qui est-ce que j'aurais mis en numéro 1? J'avoue, j'y ai pas réfléchi, je fais un petit peu ça à la volée. Sabonis, ça aurait été exagéré, je vais pas aller dans la provoque, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est le plus surcoté de la NBA, même si le fait que vous étiez nombreux à ne pas le considérer comme surcoté me donne envie de le mettre encore plus haut, mais non, on va pas insister, c'est de la provoque. J'aurais pas mis Klay Thompson parce que comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'on le critique beaucoup. Pour moi, ça se serait joué entre DeRozan et Tyler Herro, parce que Gabe Vincent et DeAndre Hunter, on attend quand même moins. Pour moi, ça se joue entre DeRozan et Tyler Herro, et vu que Tyler Herro, mine de rien, même si ça s'est pas vu dans l'impact et dans le succès collectif du hit, Tyler Herro, ouais, je trouve qu'on le considère bien au-dessus qu'il n'est. Au moins, lui, il a fait des bonnes stats, c'est meilleur en carrière jusque-là, ce qui n'est pas le cas de DeRozan, qui lui est pas loin de faire ses pires stats depuis longtemps. Donc peut-être que personnellement, alors que c'est votre numéro 5, j'aurais mis DeMar DeRozan comme joueur le plus surcoté à l'heure actuelle. Mais ça encore, c'est mon humble avis, je comprends que vous soyez en total désaccord, et quoi qu'il en soit, c'est pas l'avis de la commu, donc on va pas rester là-dessus, car pour vous, le joueur le plus sous-coté en NBA à l'heure actuelle, c'est bien Klay Thompson. Voilà pour ce qui est des joueurs les plus surcotés en ce moment à mes yeux en NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous validez? Et selon vous, qui est le joueur le plus surcoté de la ligue à l'heure actuelle? Qu'il soit dans la liste ou non d'ailleurs. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire. Et pour finir, tu connais, si ce contenu t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tout ça, ça apporte énormément de force, alors je vous remercie d'avance la team et je vous dis à très vite.